Comment ça s'est passé. En tout cas, les images qui nous sont revenues du Cameroun montrent que le mot d'ordre a été largement suivi dans le pays. Je vais d'abord... Au Cameroun, ce lundi 3 novembre est le premier jour des 3 journées ville morte décrétées par Issa Chiroma Bakary, qui se dit vainqueur de la présidentielle qui vient de se dérouler, preuve à l'appui grâce à des dizaines de milliers de procès-verbaux sortis des urnes. En face, Paul Biya se prépare à une investiture fort de la validation du Conseil constitutionnel. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé sur le terrain. Ce lundi, c'était une journée importante dans le bras de fer qui se déroule, dans la querelle de légitimité qui se déroule également. Et on va évoquer également les menaces sur l'intégrité physique d'Issa Chiroma Bakary, des menaces qui se sont exprimées dans la nuit de dimanche à lundi. Nous allons appeler également des correspondants en direct sur le terrain pour prendre le pouls à Yaoundé et à Douala. Et bon, voilà, je suis sur ce plateau avec Maître Jamel Taleb, avocat au barreau de Paris, membre du collectif international des avocats de Issa Chiroma Bakary. Maître Taleb, je me tourne vers vous. Il y a eu de nombreuses alertes dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 novembre sur l'intégrité physique d'Issa Chiroma Bakary. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il avait été enlevé, des rumeurs finalement selon lesquelles il aurait été libéré, ou en tout cas il aurait été arraché des griffes de ces ravisseurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Issa Chiroma Bakary, dont vous êtes l'avocat? Ce qui s'est passé, c'est que hier, il a reçu, au lieu de sa résidence, une visite de militaires lourdement armés, relativement nombreux, qui sont venus l'extraire de sa résidence. Ils l'ont amené dans un endroit que j'ignore, paraît-il un commissariat de police, ou paraît-il un lieu qui tiendrait lieu de commissariat de police. Il est resté une trentaine de minutes, je ne sais pas combien, ou en tout cas autour de ça. Il a décliné son identité, il s'est présenté comme étant le président élu du Cameroun. Il a expliqué donc qu'il n'a aucune raison d'être là où il était. Quelques moments, paraît-il, de tergiversation. Ils sont sortis donc de l'endroit où ils étaient en réunion, en tout cas leur chef, et ils l'ont remis dans la voiture par laquelle il est venu, toujours avec des militaires lourdement armés, et il est retourné dans sa résidence un peu moins d'1 heure, je crois, après cette première opération, que certains vont l'appeler kidnapping, interrogation, rapt. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, d'ailleurs on ne sait pas qui l'a fait, pourquoi ça a été fait, sur quel ordre, quelle recommandation et par quel biais tout cela s'est fait. Il est retourné donc chez lui, et il est resté comme toujours, il a tout de suite enregistré un message pour s'adresser évidemment aux Camerounais. C'est un guerrier, donc il se bat, il sait se battre, il continue à se battre. Je ne pense pas que des épiphénomènes de cette nature vont entamer sa détermination qui est très forte. Il l'a prouvé, je crois qu'il le prouvera, pas au courant. Ce que l'opinion publique camerounaise peut redouter, c'est finalement des feux croisés dans cette région frontalière, des feux croisés des armées camerounaises et nigérianes, des arrangements d'État contre finalement la démocratie camerounaise. C'est évident, mais il est bien entendu que ce qui peut craindre, ou qu'il craint depuis le début, c'est évidemment que des petites combines entre les deux cabinets d'un côté comme de l'autre, le peuple camerounais, la démocratie camerounaise, la volonté du peuple camerounais en soit la principale victime. Mais il se bat, comme il se bat depuis le début. Je pense que le peuple camerounais se battra aussi, et que les petites combines de couloirs, en général, meurent de la volonté de leurs auteurs. Mais c'est des choses qu'on va voir. Et son intégrité, encore une fois, évidemment, l'intéresse. Et il fait tout parce qu'il incarne aujourd'hui, désormais, la volonté de changement du peuple camerounais. Et donc, il en a absolument conscience. Et il travaille en conséquence. Cela dit, il paraît que les combines de couloirs entre les deux pays sont assez classiques. J'ai du mal à imaginer le Nigeria, qui est une grande démocratie, rentrer aujourd'hui dans des petits arrangements préjudiciables
aux intérêts du peuple camerounais et surtout contre la souveraineté du peuple camerounais. J'ai du mal à imaginer ça, mais enfin, vous savez, on peut toujours imaginer le pire et malheureusement, il arrive qu'on tombe dedans. Alors, on va évoquer désormais la situation sur le terrain parce qu'il n'est pas anodin que cette opération, cette drôle d'opération, ait eu lieu la veille du lancement des journées villes mortes sur le territoire camerounais. On va essayer de voir comment ça s'est passé. En tout cas, les images qui nous sont revenues du Cameroun montrent que le mot d'ordre a été largement suivi dans le pays. Je vais d'abord, on va donner la parole à Rodrigue Sofo qui est à Douala qui est un peu l'épicentre de la contestation de manière traditionnelle au Cameroun. Alors Rodrigue, quel est le bilan de cette première journée ville morte à Douala? Mon observation, les villes étaient désertes, clairsemées. Les administrations publiques et les grosses entreprises devant lesquelles je suis passé semblaient ouvertes, mais très peu fréquentées, avec des parkings vides, une circulation totalement fluide, composée de quelques véhicules, et de beaucoup de véhicules de patrouille de l'armée et de la police. Et est-ce que les commerces ont ouvert? Est-ce que les écoles ont ouvert? Je suis à Douala. Les responsables des établissements publics ont envoyé hier des messages à des parents pour leur intimer l'ordre d'amener les enfants à l'école. Il y avait quelques écoles qui étaient ouvertes, mais à mon retour, le retour de ma tournée, j'ai découvert que ces écoles s'étaient vidées. Elles étaient vidées parce que les parents sont venus récupérer leurs enfants, parce qu'il n'y a pas de la confiance? J'ai bien l'impression que les parents sont revenus récupérer leurs enfants. Donc voilà, à Douala. Il n'y avait plus d'un seul élève. À Douala, dans les écoles devant lesquelles je me suis attendu. Merci beaucoup, Rodrigue. Alors, on retient qu'à Douala, dans la ville de Douala, en fait, le mot d'ordre de ville morte a été plus suivi qu'à Yaoundé et qu'en dépit des injonctions des chefs d'établissement, il n'y a pas vraiment eu école et les commerces étaient fermés, comme on l'a vu sur les images qu'on a pu glaner, des images de la capitale économique du Cameroun. La capitale économique du parcours, Maître Gemal Taleb, c'est également le port, le principal port du pays. Est-ce qu'on peut dire que ces journées villes mortes risquent bien de taper l'économie du pays là où ça fait mal? Ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rapport que j'ai lu ce matin de la part du patronat camerounais. C'est-à-dire que le secteur public vit déjà une déliquescence réelle depuis le début du processus de cette élection présidentielle. Secteur privé. Évidemment. Et j'ai dit privé, pardon, évidemment, secteur privé. Et donc la situation s'est naturellement aggravée depuis que la crise post-électorale a atteint donc le niveau que nous connaissons. L'économie est exsangue, les secteurs privés crient évidemment au secours parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de circulation. Et comme le port de Douala, qui est tout de même un port central au-delà du Cameroun, dans toute la région, vit lui aussi une situation plutôt exsangue, cela ne peut que détériorer une situation qui est déjà assez compliquée. Une note du FMI depuis quelques jours note également, ou du moins pointe également, la situation des finances publiques. Les caisses de l'État sont vides, la balance des paiements est absolument médiocre, et donc tout cela concourt à une situation économique dramatique dont malheureusement nous ne voyons pas le début d'une solution. Donc tout cela ne peut qu'inquiéter un secteur privé qui est déjà en difficulté réelle, ne peut qu'inquiéter des pouvoirs publics qui sont de plus en plus absents et un président de la République, bien entendu, empêché d'exercer sa fonction. Les crises post-électorales dans tous les pays d'Afrique posent des difficultés réelles, mais souvent elles épargnent la situation économique. Celle-là touche de plein fouet la situation économique parce qu'elle paralyse le fonctionnement des activités portières, des activités aéroportières et bien entendu l'activité normale de la vie quotidienne. J'ai entendu ce que disent les personnes que vous avez interrogées à la fois de Yaoundé et de Douala. On me dit moi-même depuis ce matin que la situation est assez suivie et que c'est beaucoup plus important que ce que les pouvoirs eux-mêmes imaginaient et attendaient.
Dans l'état-major du président Chiroma, on me dit aussi la même chose, que c'est très suivi dans le nord, dans l'est, évidemment Yaoundé et Douala dont vous avez parlé. Les Camerounais eux-mêmes ne manquent pas d'humour dans cette situation, et pourtant Dieu sait que c'est dramatique, mais enfin, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, même dans des situations comme celle-ci. Apparemment, le ministre de l'Intérieur leur a demandé de rester chez eux s'ils ne sont pas contents du résultat tel que lui les a prononcés. Ils lui ont visiblement promis de rester chez eux, en tout cas aujourd'hui, et peut-être demain et après-demain. Alors, ils n'ont sans doute aucun plaisir de rester chez eux, ils ont juste envie que l'expression de leur suffrage soit respectée, que le Cameroun se comporte, en tout cas, le Cameroun se comporte déjà comme un État mûr, mais que les autorités politiques du Cameroun se comportent comme des gens respectueux de leur pays, respectueux de la volonté et des suffrages exprimés par leurs concitoyens. Est-ce qu'Issa Chiroma Bakary a une liberté de mouvement? Parce que, en fait, le point trouble de tout cela, c'est que Issa Chiroma Bakary, parce qu'il a vécu des menaces sur son intégrité physique à sa résidence habituelle à Garoua, ne s'y trouve plus de manière permanente et circule entre le nord du Cameroun et le Nigeria, les zones les plus proches du Cameroun. C'est ce qui s'est passé durant les jours qui ont précédé ce que vous appelez un épiphénomène. Cet épiphénomène donc, s'est déroulé de quel côté de la frontière? Est-ce qu'on sait de quel côté de la frontière ça s'est déroulé? Vous l'avez si bien dit. Issa Bakary Chiroma, ou Issa Chiroma Bakary, circule depuis le début de cette crise entre chez lui à Garoua, un peu dans les zones autour. Il rend visite aussi à des proches de l'autre côté de la frontière, qui est donc pas très loin de tout ça. Et c'est ce qu'il fait depuis le début de cette crise. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière et c'est ce qu'il continue de faire. Depuis qu'il est rentré hier, un dispositif militaire, paraît-il, s'est mis autour de sa résidence. Il n'a pas encore bougé depuis hier pour savoir s'il est libre de ses mouvements ou pas, mais enfin, rassurez-vous, il va le faire assez rapidement. A priori, il n'a aucune raison d'être empêché. La chose nouvelle, c'est que là où il se trouve actuellement, beaucoup de militaires sont venus le surveiller. Mais des militaires, il y en a déjà pas mal à Garoua. Il est évidemment assez prudent, sans être ni schizophrénique, ni empêcher, en tout cas lui-même, sa propre circulation. Mais il fait évidemment attention. Vous savez très bien qu'à Garoua, il y a beaucoup de snipers qui sont stationnés sur les toits des maisons autour de chez lui. Est-ce que ça va être la même façon cette fois-ci? C'est ce que nous allons observer dans les heures qui suivent. Il est depuis hier et depuis ce matin assez attentif à l'opération qui se déroule actuellement au Cameroun, c'est-à-dire ces journées ville morte. Je pense que son premier souci est d'abord de rassurer les gens de sa présence, de sa combativité, plutôt que son intégrité physique, à laquelle, bien entendu, il fait attention, ça va de soi. Mais sa liberté de mouvement est importante également. Sa liberté de mouvement aussi. Mais nous allons voir ça. On peut dire qu'il a la liberté de mouvement aujourd'hui? On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas. On ne peut pas dire, évidemment, encore une fois, il s'est passé ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'a pas essayé de bouger, personne ne l'a empêché, lui-même ne l'a pas fait. On va voir dans les prochaines heures s'il y a une volonté de restreindre sa liberté ou pas. Nous allons le voir dans les prochaines heures et on vous tiendra. Poser la question à Samuel Baïka, qui est journaliste pour Muntu. Samuel Baïka, quelle était la situation aujourd'hui à Yaoundé? Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun, qui est une ville qui a toujours été légitimiste, dont le vote a pu surprendre parce qu'il était moins légitimiste qu'habituellement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des journées villes mortes à Yaoundé aujourd'hui? Alors, bon après-midi Théophile. C'est une ambiance peu dynamique qui régnait ce lundi matin à Yaoundé avec un centre-ville privé de l'effervescence habituelle des jours ouvrables. Une situation qui perdure d'ailleurs depuis plusieurs jours déjà.
La capitale, fortement militarisée, notamment dans les zones les plus fréquentées, présentait un visage pas très enjoué. On aurait pu croire que la pluie qui s'est abattue dans la matinée expliquait la fermeture de nombreuses enseignes et commerces. Mais non, jusqu'à la mi-journée encore, la plupart des échoppes, boutiques et même certaines stations-service demeuraient fermées dans certains quartiers. Et la crainte semble avoir gagné les cœurs de nombreux commerçants, d'autres, bien que restés ouverts, n'hésitez pas à exprimer leur inquiétude. Nous leur avons posé la question. Justement, ils exprimaient leur inquiétude face à la tension perceptible qui plane sur la ville, qui ne se dit pas, malheureusement, mais on sent quand même dans les regards cette peur ou alors cette méfiance, il faut le dire. Et dans les établissements scolaires, en revanche, tout semble fonctionner normalement, les cours se poursuivent sans perturbation apparente. Dans les villes, en revanche, également, on a des regards qui restent lourds et méfiants, comme je le disais, des habitants qui tentent, tant bien que mal, de vaquer à leurs occupations tout en essayant de faire confiance aux institutions qui, d'ailleurs, continuent de rassurer sur la sécurité des personnes et des biens. Alors, donc, à Yaoundé, les élèves sont allés à l'école, mais on va dire que c'est plutôt du côté des commerces que ça a été compliqué. Les commerçants ont manifestement obéi au mot d'ordre de ville morte dans certains quartiers. Est-ce qu'il y a des quartiers qui ont été plus prompts à obéir à ce mot d'ordre que d'autres à Yaoundé? Alors, on ne sait véritablement pas, Théophile, si c'est en obéissance justement à ce mot d'ordre-là ou alors c'est par peur. Comme je le disais, les regards restent lourds et méfiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs jours, les commerces peinent à ouvrir, c'est-à-dire que à partir de 15 heures généralement, on va voir un commerce qui habituellement ouvre à 9 heures, à 8 heures, ouvrir donc à 15 heures là. Et il y a ce changement-là qui est perceptible. Et de plus en plus, on a des commerces qui n'ouvrent pratiquement pas. C'est le cas. J'ai posé la question à certaines personnes qui me disent qui m'ont clairement révélé que tant que la situation ne sera pas calmée, elles ne veulent pas prendre de risques. Et j'ai rencontré également des responsables de stations-service qui ont passé pratiquement toute la semaine et n'ont ouvert que le week-end. Donc justement par peur. Donc on se pose également la question si justement c'est en respect de ce mot d'ordre de ville morte ou alors c'est justement par rapport à ces craintes-là au regard de ce qui se passe dans les différentes villes. Alors, à Yaoundé, il y a également des problèmes d'inflation qui commencent à se manifester. Le prix d'un certain nombre de denrées de première nécessité, les prix commencent à augmenter, Samuel. Oui, en effet, Théophile, hier, je me suis prêté à l'exercice du marché. Donc, autant au niveau de certaines denrées, on a, j'ai pas envie de dire, cette baisse de prix, on est servi assez régulièrement ou alors normalement. Par exemple, on peut avoir un cajou de tomate à 3000 francs CFA et on a de la consistance. Autant on a certaines denrées, notamment celles qui proviennent pardon, de certaines régions, comme le Nord, qui véritablement, on assiste à une inflation. Je prends le cas de l'oignon. L'oignon, on est carrément passé d'un oignon à 50 ou 100 francs CFA à un oignon à 250 ou 300 francs. C'est clairement, c'est clairement cette inflation-là qu'il faut remarquer. Beaucoup de marchandises ou alors de denrées ont connu également cette inflation. Je prends le cas de la viande de bœuf. Le kilo, on est passé de 2800 à 4000 francs. Attention, ce ne sont pas les prix homologués, ce ne sont pas de nouveaux prix. Ce sont des prix qui sont, on va dire, spontanés et nés peut-être des événements de ces derniers jours. C'est volontaire des différents commerçants. Et à ce sujet, justement, le ministre du Commerce a rendu un communiqué justement qui révélait que euh, ces prix, enfin, ce communiqué qui avertissait les commerçants sur cette pratique frauduleuse, entre guillemets, justement, cette inflation-là, qui ne permet pas justement à
aux citoyens de se se procurer fournir leurs en viande, différentes d'autant plus que la viande vient... denrées. On s'est rendu dans les supermarchés où on a remarqué que finalement des produits on n'avait plus véritablement des produits en stock parce que justement dans l'imaginaire ou alors dans la conception des citoyens, il pourrait peut-être avoir un mouvement et il y a plusieurs jours de cela, beaucoup ont tenu à se ravitailler par précaution ou alors en prévoyance. En tout cas, la viande de bœuf, justement, dont on parle, vient, on le dit pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas bien le Cameroun, la viande de bœuf vient surtout du nord du pays, ainsi que les oignons et d'autres produits alimentaires. Alors, merci beaucoup, Samuel. Alors, au-delà de l'aspect économique, il y avait un aspect politique, c'est-à-dire Issa Chiroma Bakary n'est pas en mesure d'exercer le pouvoir, et il fallait tester, d'une certaine manière, sa légitimité, parce que nous sommes dans une bataille de légitimité. Et finalement, dans le Grand Nord, à Yaoundé, dans une certaine mesure, à Douala, dans une mesure plus forte, mais également dans les petites villes, notamment les petites villes de l'ouest du Cameroun, le mot d'ordre de ville morte a été opérationnel. Ça signifie quelque chose politiquement, Maître Taleb. Mais évidemment que ça signifie beaucoup. Quand le président Chiroma s'est présenté le 25 juin dernier, je crois que tout le monde lui a ri au nez. Et tout le monde s'est dit « Ah, c'est lui-là qui va aller se présenter à une élection à laquelle, évidemment, il n'a aucune légitimité. » Je crois qu'il y avait même un autre candidat, M. Bello, qui était probablement la star montante, vue par tout le monde. Mais enfin, les Camerounais ont tout de même bien compris et ils ont fait la part des choses assez rapidement. Donc il a fait la surprise à laquelle certains, pas lui, certains ne s'attendaient pas, et il s'est fait élire le vrai président du Cameroun. Puis après, on a pensé qu'il allait se coucher comme tout le monde, et qu'il allait répondre à l'appel de je ne sais quelle fonction qui lui a été proposée. Il n'est évidemment pas allé sur ce terrain-là. Et voilà, je mets de côté l'épisode où on a essayé de le kidnapper, de l'intimider, je ne sais pas trop. En tout cas, cet épisode malheureux qui s'est passé hier. Et là, il leur dit... je demande une ville morte, des villes mortes. Et on aurait imaginé que chez lui, dans le nord, cela aurait été suivi, mais pas le reste du Cameroun. Finalement, les Camerounais sont en train de donner une leçon probablement à toute la région, mais au-delà, au continent africain, en leur expliquant qu'ils sont capables de dépasser les manipulations, les clivages, et qu'ils sont capables de trouver la personne en qui ils ont préféré faire incarner leur révolte, leur désespoir et finalement leur espoir aussi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, n'en déplaise à ceux qui veulent aller à contre-courant de l'histoire. Je pense que la marche de l'histoire du Cameroun est en cours, je pense que rien ne va l'arrêter, et je pense que le président Chiroma, de ce point de vue-là, a conscience qu'il a face à lui le destin de son pays. Je n'ose pas imaginer qu'il puisse le décevoir. Alors, certains observateurs se demandent pourquoi Issa Chiroma Bakary, qui a encore testé sur le terrain sa légitimité, ne se fait pas investir d'une certaine manière pour pouvoir constituer un gouvernement provisoire et aller jusqu'au bout de la bataille des légitimités. Je ne sais pas si ce sont des possibilités qui le mettraient en danger ou des possibilités auxquelles il a songé. Je ne pense pas que le danger soit la chose qui l'empêcherait de continuer la marche qui est la sienne. Il a démontré, déjà par le passé, mais aussi maintenant, à la fois son courage et sa détermination. Vous me posez une question à laquelle, naturellement, je ne suis pas capable de répondre avec précision, n'étant moi-même pas membre du directoire de campagne hier, ni de l'état-major politique du président Chiroma. J'ai un rôle d'avocat et je préfère le garder parce que de toute façon, il n'y a que celui-là qui m'est dévolu. Mais j'ai du mal à imaginer que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que le président Chiroma, fort de la légitimité qui lui a été donnée par les Camerounais, n'aille pas, puisque les institutions sont empêchées de fonctionner normalement et qu'elles sont même parfois prises en otage par d'autres, qu'il trouve des voies parallèles en attendant que les choses s'améliorent et se fasse évidemment l'écho légitime de ce que les Camerounais ont voulu. Donc j'ai du mal à imaginer que le scénario que vous dites ne voit pas le jour assez rapidement. Ça me paraît être la suite logique des événements que le Cameroun vit de façon malheureuse pour le moment et je l'espère de façon très heureuse demain.
Alors, la question des violations des droits de l'homme se pose au Cameroun. Aujourd'hui encore, dans certaines villes, dans certaines petites villes notamment, des préfets et même des membres des forces de l'ordre ont voulu obliger les commerçants à ouvrir par la contrainte, mais on a vu aussi des images de membres des forces de l'ordre qui tiraient à bout portant sur des manifestants et même des personnes qui ne manifestaient pas, qui ont été ciblées dans le dos. Ceci constitue des crimes caractéristiques, en tout cas des crimes internationaux pour certains observateurs. Est-ce que les avocats, le collectif d'avocats d'Issa Chiroma Bakary est prêt à prendre contact avec des tribunaux comme la Cour pénale internationale ou alors des tribunaux qui ont une compétence universelle comme certains tribunaux de Belgique? Alors, quand vous dites violation des droits de l'homme, ça sonne parfois assez poétique. Non, nous sommes dans une situation beaucoup plus grave que la simple violation des droits de l'homme. Nous sommes sur des tueries organisées, nous sommes sur des crimes de masse, nous sommes sur des crimes inqualifiables qui ne peuvent naturellement pas rester impunis. Le travail au départ n'est même pas fait par nous, les avocats. Il est fait d'abord par la société civile qui a commencé par recenser les victimes, trouver le moyen de repérer ceux qui tirent en prenant des photos, en prenant des images et surtout en sillonnant les rues tout le temps au péril parfois de leur vie. Ils ont fait un travail remarquable. Aujourd'hui, on sait qui tue au Cameroun? On ne sait pas qui tue, mais on sait certains qui ont tué. On connaît en tout cas certains qui ont tué. Donc, des listes nous ont été données. Nous avons créé déjà par le passé une veille de suivi. Et là, nous avons carrément créé une cellule juridique qui commence à recenser les noms, les militaires, mais aussi les responsables politiques qui ont donné des ordres. Des attaches ont déjà été prises par avec les familles des victimes. Et donc ce travail, qui sera donc très documenté assez rapidement, fera l'objet, bien entendu, de poursuites pénales, de dossiers déposés par mes confrères. Ce n'est même pas par moi-même, mais en tout cas beaucoup de mes confrères qui ne sont pas souvent sur les plateaux comme moi, pour que le moment venu, c'est-à-dire un moment qui va arriver très rapidement, les tribunaux compétents soient saisis pour que l'impunité ne soit plus la règle dans ce pays. Merci beaucoup, Maître Jemal Taleb. Je rappelle que vous êtes un des avocats du collectif international d'avocats d'Issa Chiroma Bakary, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun. Je rappelle également qu'aujourd'hui, c'était la première de 3 journées villes mortes qu'il a proclamées, décrétées sur le pays, des journées villes mortes qui ont été largement suivies dans un grand nombre de villes. Bien entendu, nous continuerons de suivre cette actualité. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.